on va pas se mentir, jusque-là, les courses paliers n'ont pas été très disputées. La 100e course de l'histoire de la Formule 1 a été remportée par Stirling Moss grâce à un pilotage exceptionnel, et la 200e a été dominée par Jackie Stewart. Mais rassure-toi, la 300e course de l'histoire vaut le détour. Cette vidéo marque donc le passage aux 300 abonnés, comme depuis le début de cette série. Déjà pour commencer, merci à toi. Ça m'aide énormément, ça me donne de la force. Donc voilà, je voulais commencer par ça et par te remercier. Et si tu tiens à voir d'autres courses paliers, eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore le cas, ou alors tu peux partager ma chaîne sur les réseaux sociaux. Bref, on est parti pour que je te raconte la 300e course de l'histoire de la Formule 1. Avant le début de la saison 1978, le champion du monde en titre, Niki Lauda, quitte Ferrari à cause d'un différend avec Enzo Ferrari. Mais tout ça, je te le raconte dans la vidéo spéciale sur Niki Lauda, donc je ne vais pas trop m'étaler. L'Autrichien débarque donc chez Brabham, mais ce ne sera pas le seul transfert qu'on verra pendant l'intersaison. En effet, chez Lotus, Mario Andretti sera associé à Ronnie Peterson qui fait son retour dans l'écurie anglaise après avoir fait une pige chez Tyrrell. Comme souvent, Lotus révolutionne la Formule 1 en 77 en apportant la Lotus 78 qui est également appelée la Wing Car. C'est la première fois qu'une voiture en Formule 1 utilise le principe d'effet de sol comme on trouve aujourd'hui en 2024. Bon, si la saison 77 s'est montrée décevante, notamment à cause d'une mauvaise fiabilité, Mario Andretti s'est démené pour développer cette voiture et donc elle est censée être prête pour le début de cette saison 78. L'Américain ayant travaillé à la mise au point de cette voiture, Colin Chapman, le fondateur de Lotus, lui donne la priorité pour ce championnat 78 aux dépens de Ronnie Peterson qui sera vraiment considéré comme un numéro 2. Les attentes sont grandes pour cette saison 78 et dès le début, ça va plutôt bien démarrer. En effet, lors du Grand Prix d'Argentine, ouvrant la saison, Mario Andretti va signer la pole position, dominer tout le Grand Prix et finir par s'imposer. Peterson, seulement 5e lors de ce premier Grand Prix, se met au niveau. Il va signer la pole position au Brésil, mais malheureusement, un accrochage au départ va le contraindre à l'abandon. Andretti doit se contenter seulement d'une 4e place sur le nouveau circuit brésilien à Jacarepaguá, et au final, c'est Ferrari qui tire son épingle du jeu avec un Carlos Reutemann vraiment 100% leader dans l'écurie italienne qui s'impose. Mais ce qui a fait la différence au Brésil, c'est les pneumatiques. L'écurie au cheval cabré était la seule équipée de pneus Michelin et ça a fait la différence. Reutemann offrant d'ailleurs la première victoire à Michelin dans la catégorie reine du sport auto. Vient alors le Grand Prix d'Afrique du Sud, synonyme de 300e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Bon alors, comment vous présenter le circuit de Kyalami ? Il a été utilisé pour la première fois en 1967 et c'est un circuit ultra rapide, avec très peu de virages et 4,5 km de long. Suite au Grand Prix sud-américain, les écuries décident enfin d'apporter une nouvelle voiture. Il y en a beaucoup qui vont le faire, notamment Brabham et Ferrari, alors que de son côté, Lotus va attendre avant d'amener la Lotus 79. On peut également noter l'entrée en compétition pour cette saison de l'écurie Renault, qui avait fait l'impasse sur les 2 premiers Grands Prix de la saison, et aussi sur l'apparition de nouveaux pneus chez Goodyear suite à leur défaite lors du Grand Prix du Brésil face à Michelin. Ils ont tellement été vexés que Goodyear va même s'amuser à offrir des pneus pour les grosses structures telles que Brabham et Lotus. Et ce week-end va mal débuter. En effet, le circuit de Kyalami a subi beaucoup de travaux pour se mettre à niveau en termes de sécurité, sauf que par manque d'argent, ces travaux ont été un peu bâclés. Et quand la Formule 1 arrive sur le circuit de Kyalami, on se rend vite compte des problèmes. Ce qui fait qu'on annule tout simplement la première séance qualificative pour permettre des réparations, d'assurer un peu plus la sécurité. J'ai même lu que certains démontaient les rails à des endroits pour les mettre à d'autres endroits afin que vraiment ce soit plus sécure dans cette zone-là. Bon, c'est un peu un flop ce début de Grand Prix, mais
Tout va se jouer lors de la deuxième session d'essai qualificatif. Et lors de cette deuxième session, eh bien, c'est tout simplement Niki Lauda qui signe la pole position, sa 24e en carrière, et ce sera également sa dernière. On est en 78, et pour rappel, Niki Lauda, il termine sa carrière en 85. Je trouve que c'est une info qui est assez exceptionnelle. Et pour accompagner Lauda en première ligne, eh bien, on trouvera Mario Andretti qui a signé le deuxième temps. Peterson est loin, il est seulement 12e et il va devoir remonter pendant le Grand Prix. Le soleil tape fort le dimanche. L'atmosphère est pesante, chaude, et ça risque de compliquer la course pour les pneumatiques. Au départ, Lauda ne profite pas de sa pole position, puisqu'à cause d'un départ moyen, eh bien c'est Mario Andretti qui le déborde et qui prend la tête du Grand Prix. L'Américain va signer meilleur tour sur meilleur tour, réussissant à s'échapper, et plus bas dans le classement, son coéquipier Ronnie Peterson va réussir à remonter en suivant de très près la Tyrrell de Payet, son ancien coéquipier. On pourrait s'imaginer que la course va être une procession, que Andretti va tranquillement aller glaner sa deuxième victoire de la saison, mais que nenni. Après 16 tours, les nouveaux pneus Goodyear commencent à surchauffer, et donc les pilotes devant doivent adapter leur rythme pour éviter de repasser au stand changer leurs pneus. La nouvelle structure du pneu Goodyear, elle n'est pas prête. Ils l'ont fait un peu à la va-vite en se disant il faut qu'on réagisse à Michelin. Sauf que les leaders, Andretti, Scheckter, Lauda, sont obligés de ralentir. Ça va resserrer le peloton et on va avoir des petites surprises. Ceux qui gèrent le mieux leurs pneus vont pouvoir s'en sortir. C'est notamment le cas de celui qui est quatrième dans ce Grand Prix, Riccardo Patrese. L'Italien sur son arrose est une flèche et il va finir par prendre la tête du Grand Prix au 27e tour. Jody Scheckter, qui avait profité des ennuis pneumatiques de Mario Andretti pour prendre la tête du Grand Prix, ne pourra strictement rien faire contre un Patrese brillant qui creuse l'écart instantanément sur tout le monde. Il faut savoir qu'à l'époque, Arros disputait seulement sa 3e course en Formule 1, et donc c'est un réel exploit qu'est en train de réaliser le pilote italien au volant de sa voiture anglaise. Plus bas dans le classement, il y a un autre pilote qui profite de la situation et qui gère parfaitement ses pneus. Il s'agit de Patrick Depailler qui roule sur Tyrrell qui a été considéré comme une petite structure par Goodyear et donc qui a l'ancienne version des pneus. Moins impacté, il va remonter de la 11e place à la 4e très rapidement. Après avoir suivi Scheckter et Lauda pendant quelques tours, il va parvenir à les dépasser pour se retrouver deuxième du Grand Prix, loin derrière Patrese. Les Lotus sont vraiment en difficulté avec ses pneus, mais au 52e tour, Peterson est 6e, puis il va passer 5e suite à l'abandon de la Brabham de Niki Lauda. Il profite de la sortie de piste de Scheckter au 60e tour pour passer 4e et il cravache pour remonter sur son coéquipier, alors 3e. Toujours loin devant, Patrese gère. Il a 15 secondes d'avance sur le deuxième, Patrick Depailler, et il sait qu'il doit ménager ses pneus et sa mécanique pour aller jusqu'au bout du Grand Prix. Pourtant, à 15 tours du but, son moteur le lâche. C'est une réelle déception parce qu'il réalisait un Grand Prix parfait jusqu'ici, mais du coup, eh bien, c'est notre Français Patrick Depailler qui se retrouve en tête devant Andretti et Ronnie Peterson. Mais chez Lotus, les consignes sont les suivantes. Peterson doit aider Andretti pour le titre, donc il a interdiction de le doubler. Malgré tout, les deux pilotes Lotus, ils ont 15 tours pour revenir sur le Français et ils vont lui gratter seconde par seconde. Mais Andretti, il a un peu trop poussé au début de la course, ce qui fait qu'à 4 tours du but, eh bien il est à 2 doigts de tomber en panne d'essence. Il est obligé de repasser au stand, et là, pour Peterson, c'est porte ouverte. Son coéquipier est éliminé de la course à la victoire, et il peut pousser pour tenter d'aller chercher Depailler. Comme je disais, il reste 4 tours, et le Français, il a 4 secondes d'avance. Mais le problème pour Depailler et sa Tyrrell, c'est qu'il va rencontrer des problèmes d'injection. Et donc, Ronnie Peterson se retrouve rapidement derrière lui, et à l'entame du dernier tour, il est juste dans sa boîte de vitesse. Pas trop aidé par les retardataires, Depailler voit Peterson tenter une première attaque dans le virage de Barabeke. Mais pour le Suédois, le virage n'est pas à son avantage. Donc le Français parvient à rester devant et il tente au maximum de défendre sa position. Il tente à nouveau sa chance à l'extérieur, quelques virages plus loin, mais à nouveau, il est mal positionné et Depailler reste devant. Par contre, à l'entrée du virage Clubhouse, Depailler se retrouve mal positionné, ce qui fait que dans le virage, il va être très lent. Peterson s'empare de la tête du Grand Prix. Le Suédois termine le tour et prend sa première victoire de la saison pour 4 dixièmes d'avance devant Patrick Depailler. Le pilote qui va les accompagner sur le podium sera John Watson et Alan Jones termine 4e, prenant ainsi les premiers points de Williams dans l'histoire de la Formule 1. Et les derniers à prendre des points,
sont deux Français, Jacques Lafitte 5e et Didier Pironi 6e. Bon, pour Depailler va quand même réussir à avoir un lot de consolation quelques semaines plus tard puisqu'il va remporter le Grand Prix de Monaco. Mais pour le reste de la saison, l'arrivée de la Lotus 79 va complètement décimer la concurrence. En effet, Lotus va remporter 6 Grands Prix au milieu de la saison, 5 pour Andretti, 1 pour Peterson au Grand Prix d'Autriche, ce qui sera malheureusement sa dernière victoire en carrière. En effet, en Italie, Andretti peut être titré, mais c'est pas le propos qui va vraiment nous intéresser, c'est plutôt le décès de Peterson. Alors que les dernières voitures de la grille terminent leur tour de formation et arrivent sur la grille pour se placer, la direction de course décide de lancer le départ. Sauf que, comme je viens de vous le dire, les dernières voitures n'étaient pas arrêtées. Et donc, quand elles arrivent au premier virage, elles arrivent à fond. Alors que celles qui étaient positionnées en haut du classement, elles arrivent avec très peu de vitesse. Forcément, le crash est inévitable. Beaucoup de pilotes sont pris dedans, notamment Ronnie Peterson, dont la Lotus s'embrase. Heureusement pour le Suédois, il est sorti rapidement. Il est grièvement blessé aux jambes, mais les premiers pronostics des médecins à l'hôpital de Milan, dans lequel il a été transporté, indiquent que ses jours ne sont pas comptés. Pourtant, des complications se produisent et le Suédois n'y survivra pas. Au-delà du fait que la direction ait lancé la course alors que tout le monde n'était pas arrêté, il y a un autre problème qui se pose. Lors du crash, le docteur Sid Watkins, médecin attitré de la Formule 1 depuis quelques saisons, a tenté d'intervenir sur la piste pour aller délivrer les premiers soins à Ronnie Peterson. Mais dans la panique, la sécurité l'a empêché de passer. Ce qui fait que les pilotes ont sorti Peterson de la voiture. Il y avait quelques commissaires de piste qui ont bien tenté de faire quelque chose, mais les premiers soins n'ont pas été appliqués. Et c'est pour ça que Peterson a trouvé la mort à l'hôpital. C'est depuis cet accident, depuis ce jour tragique, qu'il a été décidé que la voiture médicale prendrait le départ derrière les Formule 1. Maintenant que j'ai fait ce petit laïus, revenons quand même à cette fin de saison 78. Andretti est bien malgré lui champion du monde du fait de la disparition de Ronnie Peterson qui terminera vice-champion du monde cette saison et ce sera le dernier titre pilote et constructeur de Lotus. L'écurie de Colin Chapman, légende de la catégorie, va lentement dégringoler au classement et en 1994, 12 ans après le décès de son fondateur, va complètement disparaître. On aura bien un rename qui reviendra au début des années 2010, mais elle n'a strictement rien à voir avec l'écurie qui existait avant 1994. À nouveau, merci beaucoup de m'avoir aidé à passer la barre des 300 abonnés. Ça me touche énormément, tout le soutien que vous pouvez me donner. J'espère que cette vidéo t'aura plu pour célébrer vraiment le passage aux 300 abonnés. On a passé il n'y a pas longtemps la barre des 400 abonnés, donc je vais faire une vidéo sur la 400e course de l'histoire, mais ça n'arrivera pas avant l'année prochaine. Si tu veux pas la louper et si tu veux qu'on continue à gravir des paliers, je t'invite fortement à t'abonner. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me le signaler en mettant un pouce bleu et en me le disant également dans l'espace commentaire. N'oublie pas de venir me voir sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. On se retrouve bientôt pour de toutes nouvelles histoires. À droite et à gauche, tu trouveras d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je te dis au revoir et à la prochaine.